Que le président était de plus en plus autoritaire, que l'on assistait en cette période-là à une dérive dictatoriale. Modibo n'a jamais été un dictateur. Moi, j'ai été membre du bureau politique, de la direction du parti. Nous sommes aujourd'hui 2 survivants. 2. Nous avons mis Modibo en minorité combien de fois? Et il s'inclinait. Et ça me fait rire quand on me dit que Modibo a été un dictateur. Ça me fait rire. Nous l'avons mis combien de fois? Il s'inclinait, il acceptait. Et il faisait ce qu'on lui disait de faire. Il était ouvert à la discussion. Il n'a jamais été un dictateur. Modibo n'a jamais mêlé sa famille. Vous savez, il a fallu qu'on forme une délégation. Un jour, je me souviens, avec un autre camarade, malheureusement décédé, pour aller voir Modibo lui dire de faire son frère un ministre. Il dit jamais. Il restera haut commissaire. Je ne lui donnerai jamais le chapeau de ministre. Il a refusé. Alors qu'ailleurs, on voit ce qui se passe. La famille de Modibo ne s'est jamais mêlée à nos problèmes. Jamais, comme cela se passe aujourd'hui. Jamais. Alors, aujourd'hui, on forme le gouvernement, c'est la femme qui forme le gouvernement qui l'impose au mari. On l'a vu ça. Moi, je voyage beaucoup à travers l'Afrique. Mais qu'est-ce qui faisait monter la grogne au sein de l'armée? Mais je vous dis, même l'armée, je me souviens d'un officier décédé aujourd'hui, un des pilotes du coup d'État, disait à ses camarades, j'en ai assez de la pauvreté. J'en ai assez de la pauvreté. C'est ce que je vous ai dit, il lorgnait, il regardait ce qui se passe ailleurs. Il voulait s'enrichir. Il voulait le confort. Il voulait le luxe. Et ce n'était pas notre option. Ce n'était pas notre vision des choses. Et c'était ce que voulaient les militaires? Ils voulaient s'enrichir? Bien sûr. Certains, pas tous. Surtout les jeunes. L'erreur de Modibo, une de ses erreurs, Modibo faisait une confiance illimitée à la jeunesse. On lui a dit que les jeunes militaires préparent un coup d'État. Sa réponse a été, si c'est des jeunes, ça ne fera qu'avancer le pays. Les vieux crabes, comme il disait, les vieux crabes rivés au système colonial ne prendront pas le pouvoir, ne seront pas les maîtres du Mali tant que je suis en vie. Mardi 19 novembre 1968, il est 7 heures du matin, l'heure des informations à la radio nationale. Pourtant, à la place du bulletin d'information, le média d'État diffuse de la musique, des chansons du vieux griot Banzoumana Sissoko qui évoquent l'époque du Grand Mali, des grands empires. Un changement des programmes suspects qui suscite la curiosité des habitants de la capitale. Que se passe-t-il donc à la radio? Connaissant la tension qui régnait depuis quelque temps dans les sphères militaires, la plupart des auditeurs se rendent très vite compte qu'il ne peut s'agir que de la prise de la radio ou d'un coup de force. Surtout que les soldats, les unités prennent progressivement position dans les principaux points stratégiques de Bamako. Pendant ce temps, le président Modibo Keïta est sur le bateau qui le ramène de Mopti, la Venise malienne située sur le fleuve Niger. Le chef de l'État est à 80 km de Bamako sur son bateau baptisé Général Soumaré. C'est donc dans ce cadre paradisiaque qu'il reçoit un message lui annonçant les mouvements de troupes dans la capitale. Monsieur Amadou Sédou Traoré, vous étiez à bord de ce bateau lorsqu'il a reçu ce câble, comme on l'appelait à l'époque. Quelle a été sa réaction lorsqu'il a été mis au courant de ce qui se passait à Bamako, du putsch qui était en cours? Il a aussitôt réuni tous les responsables qui l'accompagnaient dans son voyage et il a décidé ceci. Premièrement, il faut désarmer sa garde rapprochée, afin que, même par inadvertance, aucun militaire ne fasse partir un coup et qu'aucune goutte de sang malien ne soit versée pour que Modibo reste président. Deuxièmement, décide de marcher sur Bamako. Et quoi qu'il arrive, il assume. Si c'était un homme qui était ambitieux et qui était fou de pouvoir, la réaction certainement n'aurait pas été celle-là. Certainement. Modibo Keïta n'est pas homme à s'enfuir. Il décide donc de poursuivre son voyage en direction de Bamako qu'il sait assiégé par les mutins. Sédou Badian, qu'est-ce qui, d'après vous, l'amène ainsi à poursuivre son voyage, à regagner Bamako malgré tout? Modibo était d'un courage inouï. Et puis, il avait foi. Modibo ne pensait pas que les Maliens pouvaient renverser le régime que nous étions en train de bâtir. Parce qu'il savait que nous étions en train de construire pour le peuple, pour tout le monde.
Mais est-ce que ce jour-là, ce 19 novembre 1968, il a continué sur Bamako simplement parce qu'il ne croyait pas au message qui lui était adressé, parce qu'il ne croyait pas qu'il puisse être renversé? Non, il croyait, mais il voulait discuter avec les jeunes. Il avait la conviction qu'il pouvait les faire reculer. Parce qu'il n'imaginait pas que le Malien pouvait, encore une fois, faire tomber l'édifice que nous étions en train de bâtir. Modibo Keïta va donc, question de stratégie, débarquer du bateau à Kolikoro, petite bourgade située à 50 km de Bamako, où il va prononcer un discours dans lequel il exhorte la jeunesse avec laquelle il a toujours entretenu des relations privilégiées à continuer le combat pour une société de justice sociale et de liberté. Il ne fait allusion qu'implicitement au putsch en cours. Juste après cet entretien, le cortège reprend très naturellement son chemin vers Bamako, par la route cette fois-ci. À 10h30, près du village de Massala, le convoi est contraint de s'arrêter parce qu'un tank a été placé en travers de la route. Dès que les voitures se sont arrêtées, un autre char s'est aussitôt disposé derrière elle pour barrer toute possibilité de repli. Et pour montrer qu'ils ne tergiverseront pas, les militaires tirent quelques rafales de mitraillettes à ras du sol. L'opération, montée avec des soldats venus eux aussi de Kati, est dirigée par un certain lieutenant Tiekoro Bagayoko. Il a été choisi pour son audace parce que peu d'officiers auraient osé aller intercepter Modibo Keïta, auquel l'imagerie populaire prête des pouvoirs surnaturels. Tiekoro demande au président de se mettre à la disposition de l'armée. Il invite à monter dans le tank. 1 heure après, le cortège arrive à Bamako. Il rejoint immédiatement le siège de l'Union soudanaise RDA, qui est devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement arrêtés sont détenus dans ce local. C'est là que va avoir une première rencontre entre Modibo Keïta et le cerveau du putsch, le capitaine Yoro Diakité. Il propose au président, s'il veut poursuivre sa tâche, de se défaire de quelques-uns de ses collaborateurs, ce que Modibo Keïta refuse. Revenant à la charge, il l'exhorte à abandonner le socialisme. Nouveau refus. C'est l'impasse. À l'issue de cet entretien, le Comité militaire de libération nationale, le CMLN, se décide enfin à diffuser un communiqué à la radio annonçant la prise du pouvoir par l'armée. Ce communiqué est lu par un des jeunes officiers, un lieutenant qui a participé à la prise de Bamako. Moussa Traoré, c'est son nom. Nous sommes le mardi 19 novembre 1968. Maliens, aujourd'hui, 19 novembre 1968, l'heure de la liberté a sonné. Le régime dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets a chuté. Le comité militaire de libération nationale assumera désormais les pouvoirs politiques et administratifs en entendant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques démocratiques issues d'élections libres. Vive le Mali, vive la République, vive l'armée. Sédou Badian Kouyaté, vous avez toujours été persuadé que ce coup d'État, ce putsch, était téléguidé. Pour vous, ce n'était pas l'œuvre de ces officiers? Je ne pense pas. Vous savez, il y avait parmi eux des gens qui étaient manipulés par l'impérialisme, il faut le dire. Parce que nous, nous gênions. Est-ce que c'est pas un peu la paranoïa du communiste de l'époque? Et nous gênions. Notre exemple était un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Il fallait nous abattre. Est-ce que tout l'Occident était d'accord. Est-ce que ce n'est pas un peu paranoïaque? Est-ce que ce n'est pas un peu paranoïaque, M. Sédou Badian, lorsque vous dites qu'il fallait vous abattre? Ils auraient pu vous abattre. Ce n'était pas si difficile que cela. Ah, mais vous savez, ils ont tenté pas mal de choses, sur lesquelles nous nous sommes tués. Un exemple? Modibo a échappé à un attentat dans la haute vallée du Niger. Modibo a échappé à un attentat. Perpétré par qui? Vous savez, regardez autour de vous. Je vous avoue que j'ai du mal. Ah, vous avez tort. Regardez bien. Toujours rien. Vous savez, ce qu'on était en train de faire aurait certainement fait basculer plus que la sous-région. Si nous avions réussi, et on aurait réussi, et le Mali aurait été aujourd'hui parmi les pays émergents, compte tenu des projets que nous avions, des résultats que nous avions déjà obtenus. On serait aujourd'hui parmi les pays émergents. Ce soir du 19 novembre 1968, Modibo Keïta va passer sa première nuit en prison. Mais là ne s'arrête pas son histoire. Son absence physique de l'échiquier politique ne fait qu'accentuer son prestige. Pourtant, les responsables militaires s'emploient à effacer son nom des manuels et de l'histoire nationale. Janvier 1977.
Les jeunes s'agitent à nouveau dans la rue au Mali. La situation sociale ne s'est pas améliorée entre-temps. C'est au cri de vive Modibo qu'il défile dans la capitale. L'aile dure du pouvoir est inquiète. L'ancien président malien se trouve alors en prison à Bamako, où on vient de le transférer. Quelques jours plus tard, plus exactement le 16 mai 1977, la radio nationale malienne lit un communiqué laconique en ces termes. Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un œdème aigu des poumons. Ce communiqué va faire l'effet d'une bombe, surtout pour ses parents qu'il avait vus quelques heures auparavant en parfaite santé. Devant leur manifestation, va naître la thèse de son assassinat par les autorités politiques de l'époque. Une thèse qui persiste jusqu'à ce jour. Pourtant, personne n'est arrêté pour ce crime. D'ailleurs, aucune enquête officielle ne confirme pour l'instant cette thèse de l'assassinat. Monsieur Sédou Badian Kouyaté, vous faites partie des proches qui ont toujours privilégié la thèse de l'assassinat. Pour vous, il s'agissait d'un empoisonnement, carrément. D'après moi et d'après nous tous, il a été assassiné. Assassiné par qui? Par le service de sécurité malien de l'époque. Pourquoi? Parce que on pensait que la population allait basculer. Ça commençait par les jeunes. Et puis on sait, quand ça commence par les jeunes, jusqu'où ça peut aller. Alors, c'est quand même surprenant. Jusqu'à présent, on n'a jamais ouvert une enquête pour savoir comment il est mort? Non, vous savez, on aurait pu faire une autopsie, mais ce n'est pas dans notre culture. On ne le ferait pas. Mais nous savions et nous savons qu'il a été assassiné. Vous n'avez pas un film de ce qui s'est passé? Non. Vous qui étiez si proche de lui, vous avez mené une enquête à un moment ou à un autre, même si elle n'est pas officielle. Mais je viens de vous dire qu'il a été assassiné. Je ne l'ai pas inventé. Je tiens ça de plusieurs sources. Il a été empoisonné, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, on l'a tué par injection. Ah, on l'a tué par injection? Oui. Il y avait un témoin? Oh, vous savez, on parle ici. On parle en douce, on parle en anonyme. Plus de 30 ans après son départ du pouvoir, le nom de Modibo Keïta continue de susciter dans le milieu malien de nombreux débats. Des débats presque toujours passionnés. Monsieur Sédou Badian, après tout ce temps, l'image de Modibo Keïta a-t-elle été restaurée? A-t-il été réhabilité? Aujourd'hui, il y a, sous le régime Alpha Oumar Konaré, on a construit un mémorial Modibo Keïta. Vous voyez, curieusement, les jeunes qui se marient aujourd'hui, après la mairie, ils vont se faire photographier sous la statue de Modibo. Sédou Badian, plus d'une trentaine d'années après sa mort, si vous deviez dresser le bilan du passage de Modibo Keïta à la tête du Mali, que diriez-vous? Un être exceptionnel, à cheval sur la morale, un être qui appliquait l'impunité zéro et qui disait d'ailleurs, avec des gestes d'immoralité, il faut avancer l'acide et le feu en main. L'acide et le feu en main? Oui. C'est violent. Était inattaquable sur le plan moral. C'était un ascète. Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? En dehors de sa moralité qui est très très importante, c'est vrai? Le courage. Mais ce que vous avez réalisé, ce que vous avez construit, si on devait dire aujourd'hui, voici ce qu'on gardera de Modibo Keïta, qui ne soit pas personnel, qui ne soit pas tout simplement dans son caractère, matériellement. Mais si vous venez au Mali aujourd'hui, je vous ai parlé de l'usine textile de Ségou, qui emploie 1700 travailleurs maliens. C'est de Modibo. La sucrerie, c'est de Modibo. Modibo avait construit une cannerie. Je vous ai dit qu'il fabriquait les chaussures et les ceintures de l'armée en 65. C'était de Modibo. La cimenterie, évidemment. Après le coup d'État, le Fonds monétaire, on a tout bradé. Et nous sommes retombés à l'économie coloniale. Importer tout. C'est peut-être aussi dû à la position géographique du Mali qui n'est pas ouverte sur la mer. Oui. Oui. C'est sur ce bilan que se termine notre série consacrée à Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Modibo Keïta, l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. La mise en onde de ce magazine était assurée par Alain Autré. Delphine Michaud, Fourguyen et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.